Ok, super. Alors, bienvenue sur notre nouvel outil de webinar. C'est censé être plus convivial que Zoom. Bonjour Guylaine, il semblerait que ça marche. Bonjour à tous. Premier webinaire de l'année. Premier webinaire de l'année. Un peu long au démarrage sur janvier. Mais du coup, on a prévu un gros programme pour février-mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré l'année. On va parler d'un sujet, je crois qu'on a encore pas mal de gens qui arrivent. Vous êtes assez nombreux sur ce webinaire. C'est un de nos meilleurs taux d'inscription. On est super content de vous avoir avec nous. On va parler du futur du marketing digital B2B. Je pense qu'on parle de ça tous les ans. On l'a fait l'année dernière. On a pris pas mal de temps avec Thibaut pour discuter de ce qu'on voulait apporter là. L'idée, c'était pas forcément de repartir sur des sujets un peu vus et revus, mais peut-être d'introduire un certain nombre de notions aujourd'hui qui pour nous sont projectifs de ce qu'on pense être le futur du marketing et notamment du marketing B2B. On parlera notamment un petit peu d'ABM aussi. Je démarre ? On y va. Allez. Un petit mot sur Marketing. Je vais pas m'étaler très très longtemps. Marketing, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà, qui sont soit nos clients, des gens, des amis, des partenaires technologiques, des partenaires conseils. Donc, je vais être très rapide. Ça fait 8 ans qu'on existe. On est une quarantaine de personnes, tech, conseil et design. On a accompagné quasiment 300 clients aujourd'hui. On est soutenu par la BPI, lauréat du réseau Entreprendre, et aussi soutenu par la région Île-de-France. On se distingue, on a créé une approche en fait qui est l'approche rebelle. L'objectif pour nous, c'était de se positionner en rupture de certains acteurs traditionnels de ce grand univers, écosystème finalement du monde de l'agence, du monde du conseil, du monde de l'intégration et des entreprises, organismes de formation. On essaie d'apporter une réponse qui est holistique. Et on va toujours repartir d'une problématique métier, construire des écosystèmes techniques, vous aider à les faire vivre et puis faire en sorte que vous appreniez un maximum de choses en faisant ça et que vous puissiez rendre vos équipes les plus autonomes possibles. C'est un sujet d'ailleurs dont on va parler pas mal aujourd'hui, l'autonomie des équipes, notamment au regard de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques. Et je pense que c'est un des grands piliers, des grands thèmes de 2021, c'est comment on a appelé ça, rendre le marketing aux marketeurs. Donc on en parlera beaucoup sur ce webinaire. Alors, on parle de quoi, Thibaut, aujourd'hui ? Eh ben, on ne va pas parler de tous les sujets que vous avez devant les yeux. C'est pas mal de sujets qui ont été traités déjà en 2020. Les chatbots, le marketing conversationnel, enfin 2020 et même avant. Ça fait un moment qu'on en parle. Et il y a déjà beaucoup de ressources, donc des webinaires qui ont déjà été faits dessus, des articles, des livres blancs. Il y a énormément d'informations sur ces sujets-là. Et nous, on voulait aller un petit peu plus loin sur la manière dont on appréhende le marketing en 2021, voire après. Donc, si vous voulez voir ces sujets-là, il me semble qu'on en parle dans notre webinaire Tendance 2020. Et je pense que quand on a fait notre webinaire Tendance 2020, il y a 2-3 trucs qu'on n'avait pas vu venir. Oui. Mais typiquement, on était quand même plutôt dans le juste. Je pense que tout ce qui s'est passé avec la Covid, ça a typiquement été un très gros accélérateur de ces sujets-là. Et finalement, tous ceux qui avaient un peu embrassé le sujet de l'inbound, le sujet du marketing auto, le sujet des chatbots, ils ont été un peu plus armés pour attaquer une année où finalement la digitalisation, elle était plus optionnelle, elle était devenue vraiment nerf de la guerre et vraiment importante. Donc tous ces sujets-là, on les retraitera au cours de l'année. Vous pouvez les suivre sur notre blog. C'est vraiment des sujets qu'on a l'habitude de traiter, qui ont été pas mal vus. On va parler de sujets qui sont un peu différents cette fois-ci. Voilà, on a essayé de conceptualiser ça autour de phrases. Donc, vous inquiétez pas, hein, les phrases sont très conceptuelles, mais derrière, on va essayer d'être le plus concret possible et vous donner plus d'infos. Premièrement, comme en parlait Christian, le premier sujet, c'est le marketing rendu aux marketeurs. Donc ça, c'est une des grandes tendances qui est portée par un sujet principal dont on va parler en premier. Ensuite, on va parler du marketing centré sur la donnée et l'art du petit pas. Donc là, vous me voyez sûrement venir. On va parler aussi d'une grande tendance qu'on entend beaucoup parler sur LinkedIn. Et donc, on va essayer de clarifier les choses et vous donner les clés pour concrétiser tout ça. Troisième point, un marketing plus communautaire que jamais. Donc là, c'est une des influences, j'imagine, du Covid aussi. Enfin, la crise nous a poussé les communautés digitales à prendre de l'ampleur. On va en passer certaines en revue et pourquoi pas pour vous aussi, comment faire en fait, pour créer des communautés et du brand autour de votre marque. Et enfin, un marketing intégré. Donc, encore une fois, c'est des choses conceptuelles. On va essayer de rentrer dans le concret dès maintenant. Donc, premièrement, un marketing rendu aux marketeurs. Vas-y, tu
peux avancer. On va prendre des use cases de tout le monde. Tout le monde a déjà eu ces sujets-là. On est tous des marketeurs ici. Concrètement, vous avez déjà eu à créer un centre de ressources pour votre site internet. C'est des choses qui peuvent arriver au courant de l'année. Et si ça arrive, créer une page ou créer une landing page. Voilà, ça c'est un use case website que tout le monde connaît. Un mini-site pour un événement, etc. Événement digital. On voit aussi arriver pas mal d'applications, applications mobiles ou applications desktop. Notamment, on a certains clients qui commencent à réfléchir à des applications pour l'onboard de nouveaux clients, pour avoir une UX qui est un peu meilleure que simplement un mail de bienvenue chez nous. Il y a tous les sujets d'automatisation qui prennent énormément d'ampleur aussi en ce moment. Donc là, je vous ai mis un use case qui est comment je peux identifier des personnes qui commentent des posts de mon boss et taguer ça dans mon CRM pour derrière faciliter ou contextualiser ma conversation avec eux. Et on a aussi des sujets de base de données. Si par exemple, je travaille avec des partenaires, j'ai besoin de leur donner des informations démographiques, mais je n'ai pas envie de leur donner accès à mon Salesforce, mon HubSpot, mon CRM à moi. J'ai besoin de créer une base de données à côté. Comment je peux faire ça? En fait, c'est des use cases qui existent depuis une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, on a des nouveaux moyens de gérer ça. Grâce à une nouvelle veine qui a pris énormément d'ampleur en 2020, qui est le no-code et le low-code. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de redonner la main au marketeur finalement sur des fonctionnalités typiquement. Aujourd'hui, c'est porté par pas mal d'outils, le fait de pouvoir créer des sites en drag and drop, créer des emails en drag and drop, créer des applications, mettre de l'intelligence, mais que ce soit hyper visuel. En fait, c'est comment on va visualiser des choses qui normalement étaient réalisées que par des développeurs. Disclaimer, je suis pas en train de dire que les développeurs vont disparaître. C'est pas le sujet du moment. Le low-code, no-code, c'est des principes qui sont relativement nouveaux. On peut pas exactement créer la même chose avec des outils, des applications aussi complexes qu'un Uber Eats avec du no-code. On a forcément besoin d'un moment de dev. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que les marketeurs vont avoir entre leurs mains des outils qui vont leur permettre de tester plus de choses plus rapidement qu'avant. À un moment, si on veut scaler dessus, évidemment, on va faire des choses plus robustes, mais au moins le test, c'est entre leurs mains. Donc concrètement, si on reprend le use case qui était j'ai besoin de créer un centre de ressources pour mon site internet, où je mets mes webinaires, mes livres blancs dessus, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui vous permettent de faire ça sans faire appel à des développeurs. Notamment, HubSpot a lancé son principe de thème, c'est du drag and drop. Il y a le best of breed, tout le monde connaît Webflow qui permet de faire ça. Il y a des sites qui sont énormes sur Webflow. GetAround, il me semble que c'est sur Webflow, par exemple. Et puis, on a des nouveaux acteurs type Doric où c'est hyper simple, il y a vraiment no code et c'est hyper facile pour vous de créer des websites. La réflexion est la même pour les applications. Évidemment, c'est un peu plus compliqué de faire des applications que de faire des websites parce qu'il y a de l'intelligence, il y a plus d'UX, etc. Mais il y a des outils comme Bubble qui vous permettent en fait visuellement de créer toute cette logique. Si la personne vient sur cette page et qui porte ce nom, il voit ça. Et ça, c'est des choses qui sont rendues visuelles et qui est historiquement du code. Les automatisations, même démarches avec la tête de file du no-code Zapier, évidemment, mais derrière, il y a d'autres outils type Phantom Buster, etc., qui permettent d'automatiser des transferts de données. Et aussi le base de données. Donc, évidemment, ce n'est pas les seuls sujets qui sont traités par le no-code, mais c'est certains des plus gros. Voilà, donc c'est des outils peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais si vous êtes marketeur et que vous voulez tester des choses rapidement, je vous conseille de regarder ces outils, les quelques logos que vous avez devant les yeux. Parce que les 3 points qu'il y a vers sont portés par ce genre d'outils, donc simplicité, rapidité, efficacité. Tout n'est pas parfait dans le low-code et le no-code. Il y a aussi des choses à prendre en compte. Typiquement, si j'ai besoin de faire un website et que je suis marketeur, je n'ai pas forcément des notions d'UI, d'interface, etc. Ce n'est pas parce que je réussis à faire mon website que mon website est beau et il est fonctionnel. Ce n'est pas parce que j'arrive à faire mon application que mon application, elle est fonctionnelle aussi. Donc, vous avez les mains, mais ça va vous demander des compétences qui sont plus transversales qu'avant. Typiquement, si vous voulez connecter des outils, il faut comprendre comment marche la donnée, quels sont les flux de données, quelles sont les sécurités autour de ça. Donc évidemment, ça va vous demander d'être plus 360 finalement dans ce que vous êtes capable de comprendre sans être expert. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, alors je pense que c'est une vraie tendance de fond. On l'avait déjà, le website, on avait déjà fait un grand pas. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier, donc je commence à avoir vu 2-3 trucs.
On avait déjà fait un grand pas quand même depuis les thèmes WordPress. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent ce genre de choses-là, où c'est finalement déjà assez simple de rajouter par exemple un article de blog. Ce genre de choses-là a toujours été finalement de plus en plus simple. Mais mine de rien, rajouter une page, dupliquer une page, etc., c'est plus ou moins fluide. Ça peut impliquer parfois la DSI. Et dans ce sens-là, finalement, c'est pas seulement que ça demande de la compétence, c'est aussi que ça fait généralement diminuer de la réactivité. Tout le fait d'impliquer aussi des personnels techniques pour coder un moment un webhook, pour coder un moment un front d'applicatif, ou rajouter une page au sein d'un espace front website. L'objectif aussi du no-code, en tout cas, moi, une des grosses valeurs ajoutées, c'est la notion de réactivité. Et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des petits pas. C'est que le fait de pouvoir faire des choses vite, ça permet aussi d'avoir des résultats vite et potentiellement de faire des ajustements assez rapidement avec un minimum de ressources. Donc, et effectivement, comme tu le dis bien, c'est pas effectivement parce que c'est facile de créer un blog, de créer une page, de rajouter un moment un carrousel de logo sur son site web qu'on devient le web designer de l'année, quoi. Donc ça demande effectivement d'être un peu plus 360. On a entendu parler de terminaux un petit peu T-shaped, etc. dans certaines nomenclatures. L'objectif, je pense que c'est d'être de plus en plus aware sur ces sujets-là et puis de pouvoir mettre en place des actions qui sont du coup… on a plein d'options finalement, à charge à nous aussi de prioriser un certain nombre de sujets parce que finalement, ça vient créer une complexité qui est peut-être technique d'une part, mais pas seulement. Elle est aussi finalement méthodologique sur qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on fait en premier. Et il y a surtout aussi plein de manières de faire la même chose. Où finalement, il y a une partie de l'automatisme qui peut se retrouver dans le CRM, une partie qui peut se retrouver dans un middleware ou dans un outil type Zapier, une partie qui peut être intégrée directement à un outil de base de données. Donc, à un moment, où est-ce que je mets le curseur, où est-ce que je pense comment je pense mon système pour qu'il soit aussi scalable et que ça ne devienne pas un château de cartes, d'autant plus si on a un peu de turnover dans l'équipe, des gens qui ont mis en place une app, qui sont plusieurs à collaborer dessus. C'est aussi des sujets que nous, on a vécu en interne au moment quand on a commencé à développer du Bubble. C'était pas tout de suite un très grand succès, quoi, parce que c'était effectivement facile à faire, mais finalement, le sujet de qu'est-ce qu'on veut faire et comment on le met en place, c'est un vrai enjeu de réussite pour faire en sorte que le no-code soit de votre côté. Ce qu'il faut retenir au final, c'est si vous avez une idée, vous n'avez pas besoin de trop de ressources et trop de réflexion pour vous lancer. Vous avez juste à trouver l'outil qui le fait, tester votre idée, et si derrière c'est une bonne idée, vous le scriptez et là vous construisez quelque chose de robuste. Ok, deuxième point qu'on voulait aborder avec une belle phrase, un marketing centré sur la donnée, l'art du petit pas. Alors, vous savez de quoi on va parler. Encore un qui veut nous parler du gros. Mais je veux mettre le scope déjà. Quand on parle de growth aujourd'hui sur LinkedIn, enfin partout, tout le monde parle de growth. Je voudrais juste remettre le scope de nous, le growth tel qu'on l'entend et tel qu'on va en parler dans ce webinaire-là. Ça ne va pas être le growth type RH, croissance de l'équipe. Ça ne va pas être le growth financier. Ça ne va pas être le growth sales. Nous, on va vraiment parler du growth marketing et comment on peut appliquer finalement cette méthodologie, parce que c'est une méthodologie plus qu'autre chose, à notre marketing. Alors, histoire qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire. Sans vraiment les dissocier l'un de l'autre, je voulais opposer la méthodologie grosse face au marketing traditionnel que tout le monde connaît dans ce webinaire. Alors concrètement, le marketing traditionnel, on fonctionne sur un principe de projet, qui a un début, un déroulé et une fin. Alors que le gros, on va plus aborder notre marketing comme un produit où il n'a pas vraiment de fin. La seule fin qu'il pourrait avoir un produit, c'est quand on le sort du marché. Donc, à partir du moment où vous avez votre marketing, le principe, c'est comment je vais faire mes boucles itératives pour améliorer ce que j'ai déjà fait. On a aussi une différence dans la notion de progression entre le gros et le marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, si j'avance et que je suis à l'heure et que je délivre ma campagne à temps, c'est de la progression en tant que tel. Alors que dans le gros, apprendre, c'est progresser parce qu'on va tester beaucoup de choses, on va en rater certaines, mais rater quelque chose, ça va finalement nous apprendre que ce n'est pas la direction qu'il faut prendre. Grosse différence aussi qu'on voit, c'est évidemment quand on suit un plan, la livraison, c'est ce qu'on vise avec le marketing traditionnel. Alors que le gros, qu'importe ce qu'on fait comme action, pourquoi pas changer la couleur d'un CTA, on vise l'impact. Qu'importe finalement l'effort que j'ai mis à y faire, si ça marche, je vais le faire. Je ne vais pas m'interdire de faire une petite action si c'est une bonne idée en fait.
Et le gros, par essence, vu que c'est un principe, une méthodologie itérative qui est basée sur des sprints de 2, 3, 4 semaines en fonction de votre business, on a des analyses court terme, alors que dans un marketing traditionnel, on va vite chercher des analyses long terme. Si je vous donne un exemple très simple, je mets en place une campagne webinar. Donc, je vais faire tous mes mails, je vais faire mon webinar, je vais faire mes follow-up, enfin, tout ce que vous allez vivre après, en fait. Les analyses, je vais les avoir à horizon 2 mois, 3 mois. Et finalement, pendant 3 mois, je ne sais pas ce que je fais, ce que je suis en train de mettre en place, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de s'affranchir de ça avec la méthodologie grosse en cherchant des analyses à très court terme. Je m'explique. C'est dans la slide d'après. Voilà, donc déjà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le gros s'appuie sur une méthodologie que je conseille à tous. C'est la méthodologie ARRR. Vous en avez déjà tous parlé, donc je vais passer très rapidement là-dessus. Finalement, c'est tout le funnel marketing et sales, en l'occurrence, là, qui est représenté par ça. Donc, l'acquisition, c'est comment je vais me construire une base de données de personnes qui sont dans ma cible et qui sont qualifiées. L'activation, c'est comment je vais engager ces gens-là. La rétention, c'est comment je vais continuer à engager ces gens-là pour les fidéliser autour de ma marque, autour de mon produit, pourquoi pas générer encore du revenu derrière. Le referral, c'est comment j'utilise mes clients aujourd'hui pour qu'ils me recommandent, comment je capitalise là-dessus. Et le revenu, c'est comment je génère du revenu. Nous, ce qu'on va principalement traiter dans le gros marketing, c'est l'acquisition et l'activation. Pour ça qu'ils sont d'une couleur différente. Alors, je vais très rapidement passer sur la manière dont ça doit marcher dans les grandes mailles. La première chose qu'on doit faire, c'est, imaginons, je cherche à activer une base de données que j'ai déjà. Je vais donner des idées. L'idée, c'est faire un brainstorm autour de ce principe-là. Comment je peux convertir, activer la base de données que j'ai. Les gens qui sont autour de la table, qui participent au brainstorm avec vous, vont donner des idées. Là, on cherche du quanti, on ne cherche pas du quali. Toutes les idées sont bonnes. Il faut que les gens se sentent à l'aise, finalement, à parfois dire des conneries. Une fois qu'on a toutes nos idées, il s'agit de prioriser ça de manière pragmatique. Donc, quel est l'impact que ça peut avoir? Quelle est la confiance que j'ai dans cette idée-là et quelle est la complexité de ce projet? Voilà, donc ça, c'est les 3 variables que je vais utiliser pour finalement prioriser mes idées. Et une fois que j'ai cette idée-là, la première, je veux dire, celle qui était priorisée, je l'envoie en production, je la laisse tourner X semaines en fonction du sprint qu'on a défini, j'analyse en fonction des résultats que j'attendais et je définis la suite. Et on rentre dans une boucle itérative, chez nous 2 semaines. Concrètement, parce qu'encore une fois, c'est très conceptualisé, vas-y. Si par exemple, mon focus c'est l'activation et l'objectif que je me suis fixé, c'est augmenter la conversion de la page contact à 18%, je peux avoir plein d'idées. Là, j'en ai mis juste 3, mais sinon, c'est réduire le nombre de champs, changer la position du formulaire et faire un A/B test de la phrase d'accroche. L'idée que j'ai priorisée là-dedans, c'est réduire le nombre de champs parce que ça prend vraiment pas de temps à faire, c'est pas très complexe et ça peut possiblement avoir de l'impact rapidement. Ça, c'est l'idée que je prends, que j'envoie en production. Et là, l'idée, ce que je vous conseille aussi, c'est toujours tester une idée pour un objectif. Parce que si vous mettez 2 idées pour un même objectif, vous n'allez pas savoir lequel a marché. Et c'est là où j'en reviens à l'art du petit pas, finalement. On va toujours y aller petit pas par petit pas. L'avantage, c'est que c'est des boucles de 2 semaines. Et du coup, si l'idée ne marche pas, vous avez perdu que 2 semaines. Si l'idée marche, vous pouvez en tester une autre au bout de 2 semaines. Ce qui est un peu contre-intuitif en marketing traditionnel, parce qu'on a l'habitude de faire beaucoup. Enfin, les vrais marketeurs, c'est souvent des gros bosseurs, parce que c'est faire le livre blanc, faire la campagne, faire l'email, faire des scénarios, déployer ça sur 100 pages, beaucoup d'exés, beaucoup de boulot, beaucoup de canaux. Et à un moment, il y a aussi parfois un état d'esprit où intuitivement, on va se dire, bon, juste changer un champ, ça va pas non plus changer la face du monde. Mais parfois, ça peut. Ou changer la couleur d'un CTA, ou changer une formule, ou changer des trucs, etc. Des fois, on a des résultats qui on n'est pas payé à la sueur. Et typiquement, on a vraiment des fois des résultats qui sont assez décorrélés de l'effort que ça impacte. Complètement. Et une fois que la production est faite, vous avez laissé tourner les résultats pendant 2 semaines, il s'agit de les analyser. La conversion était de 19,5 suite à la modification de mon formulaire, alors que je visais un taux de conversion de 18%. Je peux passer, finalement, je définis la suite, c'est un succès. Donc, mon idée a marché, je peux la déployer sur d'autres pages, parce que je sais qu'elle marche maintenant, et je passe à ma nouvelle idée. Et on rentre dans une boucle. Donc, finalement, tout ça, c'est des choses que vous savez faire. Enfin, vous êtes
tous très capables aujourd'hui de dire si je réduis le nombre de champs dans un formulaire, possiblement j'aurai plus de conversions. Si je mets des drop-downs au lieu de mettre du texte libre, possiblement j'aurai plus de conversions. Si je mets mon formulaire en haut de page, possiblement j'aurai plus de conversions. Donc en fait, tout ça, vous êtes capable de le faire. L'idéation, vous êtes capable de la faire. La priorisation aussi, la production aussi, l'analyse aussi. Le plus dur à suivre dans cette méthodologie-là, au final, c'est la méthodologie en tant que telle. C'est-à-dire qu'on s'impose un rythme qui est soutenu. Chez nous, 2 semaines, ça peut être 3 semaines. Parfois, on voit 1 semaine. Finalement, ce rythme hyper soutenu, il est hyper dur à suivre. Pourquoi? Parce qu'on manque de visibilité. Possiblement, on a plusieurs idées qui tournent en même temps et on manque de vision globale. Donc, c'est quelque chose que nous, on a remarqué. Du coup, ce que nous, on a fait, c'est on a développé un template sur Notion qui va nous permettre de suivre tout ça au final, pour donner de la visibilité à tout le monde sur qu'est-ce qu'il y a comme idées qui ont été priorisées, qu'est-ce qui est en cours de production, quels sont les résultats des idées passées, quels sont les outils qu'on utilise, les résultats, quelles sont les formations que je peux faire pour que ensuite l'idée soit pas que moi qui la fasse, mais d'autres gens dans mon entreprise. Voilà, nous, on a eu cette problématique de visibilité quand on faisait du gros avec nos clients. Donc, on a très vite finalement on s'est très vite tourné vers Notion pour porter finalement toute la gestion de ce projet-là. Ce template, on en a fait un template. Donc, si ça vous intéresse, on peut vous le mettre. Dites-nous dans le chat si vous voulez. On mettra le lien ici pour vous le donner si vous voulez. C'est totalement gratuit. Si vous n'avez pas de Notion, vous avez juste à créer un compte et vous aurez accès à tout ça. Du coup, à savoir aussi, on n'est pas en train de. Je pense qu'il y a un moment, il y a un débat qui, je pense, n'est pas bon à se dire bon, bah, tiens, est-ce qu'on fait plutôt du gros ou est-ce qu'on fait plutôt du marketing? Enfin, l'idée n'est pas de créer une opposition ou un versus, etc. On n'est pas dans ce sujet. Les gens qui réussissent à faire du gros, bah, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de marketing. Enfin, généralement, ils ont un service marketing de gens qui font des campagnes, qui sont présents sur LinkedIn, qui animent le blog, qui animent les communautés, qui font vivre la marque, etc. Enfin, tout ça, à un moment, reste nécessaire. Et puis, à un moment, il y a besoin d'exécuter aussi en grand volume, potentiellement, une expérience qui aura bien fonctionné. Donc ça, c'est soit le boulot des ventes, c'est soit le boulot du marketing. Donc, ces services-là, ils ont une fonction. Le gros, s'il est vraiment là, moi, je trouve, presque en impulsion laboratoire, en tout cas en termes de méthodologie. Et on voit souvent maintenant de plus en plus des équipes grosses dans les startups, ils sont 5, 6, 7, 8, 10, 15. Et ils ont chacun peut-être un faisceau de métriques sur lesquels ils travaillent de manière assez focus. Certains, c'est peut-être plus sur augmenter le nombre de rendez-vous des sales, et du coup, ils vont mettre en place plein de choses. D'autres, ils vont travailler plutôt effectivement sur le website en tant que tel, et c'est ça son produit, et il va vraiment jamais s'arrêter. Donc, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, et je trouve que ce qui est pertinent et la valeur ajoutée de cet état d'esprit, c'est aussi que ça nous aide en fait à partir vraiment d'un problème qui est hyper insoluble, parce qu'il y a trop de choses à faire, trop d'options, trop de théories. Ça vient apporter un modèle finalement de priorisation, et ça nous permet de passer d'une montagne à quelque chose qui est actionnable et à coups de petits pas, comme tu le dis bien, l'objectif étant d'aller le plus loin possible, quoi. Juste pour répondre à Charlotte, oui, évidemment, on envoie la présent à l'issue du webinaire. Je crois qu'on va devoir envoyer pas mal de templates Notion aussi. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait les vidéos pour le template Notion, mais je vous les ferai, on vous les enverra ensuite par mail pour vous expliquer comment utiliser le template. Ensuite, on voulait parler du marketing qui est de plus communautaire que jamais. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En 2020, il n'y avait plus d'événements B2B, il n'y avait plus de meet-up, plus personne finalement ne pouvait se voir et parler, échanger autour de son expertise. Donc on a eu un énorme élan de création de communautés, donc sur tous les canaux. Il y a des newsletters, il y a des chaînes YouTube, sur Facebook, même si ce n'est pas le réseau le plus B2B du marché, on y voit pas mal de communautés, on a des chaînes Slack, on a des podcasts, sur tous les canaux, on a de plus en plus de communautés. Et on y retrouve un peu ce côté convivial qu'on avait dans les salons et les meet-up, parce que les gens échangent, en toute humilité au final sur leur sujet. Il y en a qui viennent poser des questions, qui arrivent avec des problématiques sur des forums, et c'est des gens d'autres boîtes, pourquoi pas des concurrents de temps à autre, j'ai déjà vu ça, qui viennent aider la personne, parce que finalement ils sont pas concurrents sur leur poste en tant que tel, et ils viennent discuter comme ça sur des problématiques de no-code, de grosses, de connexion, d'API, de bases de données, etc. Et puis, mine de rien, en 2020, pas mal de gens passionnés avaient du temps à tuer aussi.
parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Et donc, ils se sont retrouvés à créer une folie de contenu et de passer du temps aussi à animer des sujets divers et variés. Et autant, on l'a vu beaucoup en marketing, avec des communautés intéressantes, mais on le voit aussi maintenant de plus en plus dans pas mal de secteurs de niche. Où c'était l'historique du blogueur. Il y a 10 ans, on avait le blogueur qui avait sa petite communauté de lecteurs, etc. Maintenant, ça ne s'arrête plus au blog, ça devient finalement très porté par et de l'outil. Et souvent, quand on a des communautés d'ailleurs, elles sont un peu à cheval sur plusieurs choses, quoi. Alors, le podcast, allié au Slack, allié à la page Facebook et tout ça, l'un fait vivre l'autre de manière assez naturelle, quoi. Après, justement, si on parle, nous, de nos sujets qui nous concernent, c'est-à-dire le market et les choses qui en découlent, on vous a mis, voilà, ici, on vous a mis quelques communautés que nous, on suit pas mal, parce qu'on a appris pas mal de choses aussi, en toute humilité, sur ces choses-là, parce qu'il y a énormément de gens qui en parlent et qui partagent leurs connaissances sans forcément attendre des choses en retour, ce qui est génial, et finalement, ça crée beaucoup de conversations, et on se sent pris au jeu, finalement, dans ces communautés. Donc, pour en parler très, très brièvement, No Code France, c'est une chaîne Slack et c'est aussi une newsletter, il me semble, quand je suis sur la chaîne Slack, qui font l'état des lieux sur le No Code, pas seulement en France, mais partout, une fois par semaine. C'est vraiment top pour découvrir des outils. Parfois, il y a des outils qui développent des fonctionnalités, donc c'est super pour se tenir à jour. Digital Wing, c'est une chaîne YouTube d'un gros marketeur aussi qui donne pas mal de tips, c'est hyper facile à consommer. Je vous la conseille aussi. Gros Hacking France, c'est un site, je crois que c'est le plus vieux site de Gros en France, où là, c'est un forum. Vous arrivez avec vos problématiques, il y a des gens qui viennent vous aider. C'est un puits, je dirais pas sans fond, mais presque, d'idées et de problématiques qui ont déjà été rencontrées par d'autres gens et que vous rencontrez aujourd'hui. Il y a la base de données de Scalisia, j'ai fait une faute d'orthographe, j'en suis désolé. C'est une base de données sur Airtable, le logiciel qu'on a vu tout à l'heure, sur plein d'idées marketing à mettre en place et les résultats qu'ils ont eus. Vraiment top aussi pour vous de le répliquer dans votre entreprise. Et une chaîne Slack Grosse France aussi, donc je crois que c'est 1300 grosses marketeurs qui sont là-dessus, qui parlent de sujets du gros du quotidien. Donc ça, c'est selon le prisme des communautés qui peuvent nous aider. Pour aller un peu dans cet élan communautaire, justement, je sais que ça ne s'applique pas à tous les business, évidemment, et ça demande énormément d'efforts, de résilience, d'animer une communauté, mais se poser la question si ce n'est pas le bon moment, justement, vu que les communautés digitales, ça va prendre de l'ampleur et c'est aujourd'hui le seul moyen qu'on a de parler avec nos pairs. Si ce n'est pas une bonne idée de développer ce trend-là, parce que ça renforce votre brand, ça vous crée une communauté finalement autour de votre marque. Donc, pourquoi pas réfléchir? Nous, on y réfléchit. Ok. Un dernier point qu'on voulait aborder, c'est un marketing enfin intégré. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des slides que j'avais déjà passés l'année dernière quand je faisais un webinaire avec HubSpot, il me semble. Donc, c'est des slides d'HubSpot, ça. On faisait un webinaire sur l'alignement marketing et sales, encore une fois. Et ce qui sortait le plus dans ce qu'ils avaient fait comme questionnaire, c'était quelle est la barrière principale en l'alignement marketing et sales, la performance marketing. Et ce qui sortait dans plus de la moitié des cas, c'était le fait que les outils marketing et les outils sales sont séparés les uns des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, je pense qu'il va falloir y aller. Et l'alignement marketing-sales, on va en parler brièvement, c'est plus un nice to have au final. Enfin, les outils connectés, si vous voulez un marketing performant, il n'y a plus question, il faut y aller. Nous, on veut aller plus loin que ça. Maintenant, l'alignement marketing-sales, j'ai envie de dire, c'est un peu dépassé, les choses vont vite. Et maintenant, on va parler de marketing intégré, ça, on y va un peu plus loin. Donc, si vous n'avez pas encore aligné vos outils, c'est le moment. Donc, ce que vous avez devant les yeux, c'est un tool stack très simplifié d'une entreprise avec les outils marketing à gauche, avec HubSpot, Zoom, Typeform, qui est connecté au Salesforce. Salesforce, donc partie commerciale, qui est connecté à Aircall et Pandadoc, pourquoi pas. Et au-dessus de ça, on a l'outil qui va permettre de gérer tout le service client. Donc, en fait, tous les services, tous les métiers, je dirais, de votre entreprise se doivent aujourd'hui d'être connectés les uns aux autres pour que les transferts de données, transferts de connaissances et tout ça, finalement, soient partagés à tout le monde. Et in fine, que votre prospect ou votre client ait une expérience homogène avec votre boîte. Et ça passe par vraiment une connaissance qui est partagée dans tous les métiers de votre entreprise.
Et c'est quelque chose qu'on réabordera sur notre prochain webinaire dans un mois. Il me semble que c'est le 4 mars. Où on reparlera en fait aussi un peu du positionnement d'un de nos éditeurs avec lesquels on travaille pas mal, qui est HubSpot, et qui a du coup ce positionnement vraiment très affirmé finalement de data centralisée, de faire graviter autour finalement de la donnée client, des actions de service, des actions de sales, des actions de marketing, et créer une vraie expérience, enlever de la friction sur le parcours. Donc on va vraiment aborder ce sujet-là d'ici un mois. Et puis ce qu'on voit aussi ici, c'est typiquement je pense la continuité du parcours. Enfin, tu parlais de vente, marketing. À un moment, on va générer le lead et puis on va closer le business. Il y a aussi quelque chose de plus en plus cyclique finalement, où on n'est pas justement sur marketing et vente, mais de plus en plus derrière aussi sur du order to cash, sur de la facture, on parlait d'espace client, on parlait d'ouverture de tickets. La vie du client finalement est de plus en plus intégrée à tout ce qui est sales et tout ce qui est marketing. Ça, c'est normalement là où tout le monde en est aujourd'hui. Le marketing est aligné aux ventes sur le cycle de vie classique d'un client. C'est-à-dire que les ventes suivent le marketing. Et nous, ce qu'on veut vraiment aborder comme point aujourd'hui, c'est plus loin que ça. Donc, on veut intégrer le marketing. Ah, j'essaie de passer ça de mon côté, ça ne marche pas, évidemment. Nous, on veut intégrer le marketing dans la chaîne de revenus. Donc, concrètement, déjà, comment faire ça? Il y a une méthodologie qui, parmi certains d'entre vous, connaissent déjà, c'est la mécanique des OKR. Donc, c'est comment on va mettre en parallèle les objectifs marketing aux objectifs sales, aux objectifs du service client, aux objectifs de l'équipe risque, et que chacun, finalement, va apporter sa pierre à l'édifice dans la réponse à un objectif qui est commun. Donc, chacun a sa to-do, chacun a son scope, mais tout le monde est aligné, finalement, sur l'objectif principal. Le marketing, finalement, son objectif, ça va pas être son objectif final, c'est pas générer des leads. Non, ça va être supporter les sales ou générer du revenu par une manière ou une autre. On ne peut pas s'arrêter à générer 5 MQL, fin d'histoire. En fait, le fait d'utiliser la méthodologie des OKR, ça vous permet de mettre en perspective vos objectifs marketing avec les objectifs de boîte, au même titre que les sales le font, le service client le fait, pour finalement aligner toutes les équipes et regarder dans la même direction. Je vous ai mis un petit lien qui est un tout petit outil gratuit qui vous permet justement de modéliser ces OKR et de voir les résultats que vous avez. Ce n'est pas le meilleur outil du marché, mais il est gratuit, ça vous permet de mettre un pied à l'étrier. Les OKR, après, c'est pas mal répandu dans les boîtes. Je crois que c'est Google dans les années 90 qui avait répandu ça. Et ça a bien marché pour eux et ça marche bien pour les autres maintenant. Et je trouve qu'on retrouve encore un peu ici l'idée quelque part du petit pas, hein, c'est de décomposer quelque chose qui a l'air complètement insoluble. Qui est à un moment augmenter le chiffre d'affaires, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ça permet finalement de se dire, tiens, finalement, comment je vais peut-être prioriser le taux de conversion de ma homepage, on parlait tout à l'heure, qui peut être finalement une partie ou en tout cas une to-do finalement d'un sous-objectif. Ouais. Donc finalement, visuellement, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est ce que vous avez devant les yeux en fait. On enlève les deux bulles, on avait le marketing et le sales qui se marchaient à peine dessus à un endroit. Et on essaie vraiment d'intégrer le marketing et les sales pour qu'ils travaillent en commun sur presque toute la chaîne de cycle de visiteurs à clients. Pourquoi pas même après, au final, tout ce qui est rétention, etc. Ça, ce n'est pas une vision de l'esprit. C'est aujourd'hui porté par certaines méthodologies qui existent déjà et qui sont très concrètes et qui marchent pour d'autres boîtes. Donc, concrètement, comment on fait, supporté par des stratégies aujourd'hui, pour faire en sorte que le marketing et les ventes travaillent ensemble de manière orchestrée pour un objectif commun. Et ça porte un nom. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est que d'autant plus dans le B2B, parce qu'on est quand même, nous, très typé B2B, on va avoir quand même une vraie complexité. C'est-à-dire qu'on génère un contact, mais finalement, le compte, on travaille déjà avec une autre filiale, et puis il y a peut-être 5-6 personnes à mettre en mouvement. Donc, à un moment, la notion de lead, de MQL, d'opportunité de client, effectivement, elle est compliquée à maîtriser. Et on a eu aussi ce modèle-là qui, très longtemps, même qui est représenté ici, qui a l'air très linéaire, où finalement, on essaie de faire en sorte qu'un plupart de nos contacts deviennent des clients. Et puis, il y en a certains qui s'arrêtent en cours de route, ils sont lead et puis ils n'avancent pas, ou ils sont MQL mais ils s'arrêtent là, ou ils sont opportunity et puis ça ne close pas. Et puis finalement, derrière, on est assez gauche, assez maladroit sur finalement la manière dont on va en tenir compte ou comment on réengage ça pour à un moment avoir quelque chose qui est performant dans le temps et qui n'est pas finalement un funnel
linéaire et amorphe qui va juste finalement essayer d'augmenter des taux de transformation vers le bas. Donc ça a l'air simple, c'est globalement pas si simple, et d'autant plus en B2B, où on a des cycles de vente qui sont complexes, qui sont multi-interlocuteurs, et la technologie peut nous aider, mais à un moment, c'est comment on modélise vraiment la donnée derrière, parce que taguer du lead, du MQL, de l'opportunity, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper critique à un moment pour pouvoir engager la data. Et puis on en reparlera ça aussi dans un mois sur notre webinaire CRM Powered Marketing. Pour parler plus concret, faire travailler les ventes, et non, pas plus concret vis-à-vis de toi, la slide d'avant. Comment on fait finalement? Quelle stratégie porte justement ce travail de marketing et sales commun? Nous, on parle souvent d'ABM. Alors, encore une fois, l'ABM ne s'applique pas à toutes les boîtes parce qu'il faut être en mesure de cibler des comptes clés, cibler plusieurs profils dans une boîte. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais aujourd'hui, les ABM, donc, il y a eu le State of ABM 2020 qui est sorti et qui est vraiment top et qui a interviewé 350 entreprises aux États-Unis, c'est ça. Et il y avait 95% des interviewés qui avaient mis en place une stratégie ABM à des niveaux différents, évidemment. Donc, tu avais ceux qui étaient considérés comme pilotes, c'est ce que vous avez devant les yeux. Donc, c'est les gens qui commencent à implémenter ça, qui commencent à se poser des questions. Et on a une granularité de maturité pour arriver jusqu'à ceux qui ont vraiment intégré le marketing aux ventes pour un objectif commun, finalement, la génération de revenus. Et ce sur quoi on veut vraiment revenir, nous, c'est les 13% qui sont dans le late, parce que c'est ce qu'on vise, c'est l'ambition où on veut porter des clients, et pourquoi pas vous qui écoutez tout ça. Ces late-là, donc ceux qui sont très avancés dans leur stratégie ABM, leurs 3 objectifs principaux, ça va être le New Business Generation, le Pipeline Acceleration et Customer Retention. Vous voyez que les objectifs qui sont là ne sont pas des objectifs marketing en tant que tel, c'est des objectifs qui sont très revenus. Donc, quand on disait intégrer le marketing dans une chaîne de revenus, parfois, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qui se passe pour tous ceux qui ont mis cette stratégie ABM en place, qui marche et qui l'améliore au quotidien. Historiquement, les objectifs marketing, c'était générer du MQL, augmenter le nombre de visites sur mes pages de site, ce genre de choses-là. Et là, ce que l'on veut vraiment vous montrer, c'est que finalement, les objectifs des ventes et du marketing, ils doivent être alignés, intégrés dans la chaîne de revenus et qui travaillent ensemble pour aller dans le même sens. On vous a mis le lien du State of ABM 2020 qui est super complet. Vous avez juste à donner votre email et vous y avez accès. Et ça vous donne un peu l'état de l'ABM, et c'est aux États-Unis, et à prendre des meilleurs parce qu'il y en a qui ont fait vraiment des trucs top. Voilà. Je pense que c'est tous les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, on a parlé du no-code, on a parlé du low-code, on a parlé du gros marketing, on a parlé des communautés et on a parlé du marketing intégré, sujet qui me tient personnellement à cœur. Ah, moi aussi. Oui. Je ne sais pas si on a quelques questions, peut-être. Si vous avez des questions, ouais. Tout ça. Bon, on en a déjà une d'Axel. J'attendais la fin pour pouvoir y répondre. Sa question, c'est: le gros est-il efficace pour des événements de durée courte, salon virtuel par exemple, puisque les boucles itératives sont de durée très restreinte? C'est une excellente question. En général, on ne va pas lancer un nouveau projet avec du gros. Le gros sert à améliorer de l'existant. Donc concrètement, si vous faites déjà des salons virtuels, vous avez déjà un process qui est en place avec une promotion sur le réseau, une promotion par email, une promotion, je ne sais pas, sur LinkedIn via votre boss ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez votre salon virtuel et vous avez des follow-up, imaginons. Vous avez déjà quelque chose en place. Maintenant, il s'agit d'analyser tout ça et voir où est-ce qu'il y a de la friction et voir où est-ce que c'est améliorable. Et là, on rentre dans la boucle, on lance des idées pour améliorer le point qu'on veut améliorer. Et c'est comme ça que vous allez améliorer derrière la manière dont vous faites vos salons virtuels. Mais c'est sûr, si c'est votre premier salon virtuel, il faut bien commencer quelque part. Et là, il faut que vous fassiez quelque chose. Avant de pouvoir améliorer, il faut avoir quelque chose. J'espère que ça répond à votre question, Axel. Ok, j'ai l'impression que c'était hyper clair pour tout le monde. Est-ce qu'on pensait être le futur? Les gens sont plutôt d'accord. Ok. On a quelques questions qui sont plutôt liées à marketing. Celles-là, je pense qu'on les traitera en off. L'objectif, là, c'est plutôt d'être sur des sujets un peu de... T'as une autre question? Non, j'ai oublié quelque chose. Justement, on a une question, c'est: pouvez-vous préciser le marketing ABM
Alors, on n'avait pas le temps de le traiter aujourd'hui, sinon le webinaire durait 3 heures, mais HubSpot et LinkedIn ont fait un webinaire à ce sujet qui explique concrètement comment mettre en place une stratégie ABM. Je vous mets le lien de l'ANP dans le chat. Je pense que tout le monde le voit. Et ça vous donnera concrètement en fait, comment on met en place cette stratégie. Désolé, j'ai oublié de vous donner le lien. On nous pose aussi la question sur le site web ABM. C'est dans la presse que vous recevrez, vous aurez les liens directement qui vous mènent vers le State of ABM. Ok. On a une autre question. Comment trouver la BDD Scalezia? Tous les liens sont dans la presse, encore une fois, sur toutes les communautés que nous on utilise. Vous aurez juste à cliquer et vous irez vers les communautés. Et on enverra le template gross à ceux qui sont manifestés. Et j'enverrai aux mêmes personnes aussi les vidéos quand elles seront faites. Je pense que je me penche dessus demain pour que ce soit un peu plus clair pour vous sur la manière dont ça marche. Ok, merci Thibaut. Alors, nous, on se revoit le 4 mars. On aura un webinaire du coup qui sera... on aura ce sujet finalement de plateforme, de data, d'expérience client, marketing, sales, service et de comment on fait fonctionner les trois ensemble avec quelques use cases et aussi... on fera intervenir notre partenaire HubSpot certainement sur cet événement-là. C'était super sympa de partager, moi je trouve, ces éléments un peu projectifs avec vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions sur ce qui a été présenté, sur les sujets qu'on a abordés. Ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Et puis sinon, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne semaine. Et puis aussi une bonne année 2021 sous le signe du futur. C'est le bon moment aussi pour être un marketeur. Il y a plein de choses finalement très sympas à mettre en œuvre. Je pense qu'on peut aujourd'hui faire des belles choses avec peu de ressources. Un jour, le marketing, c'était quand même beaucoup d'investissements en ads, sinon on ne pouvait pas jouer. Aujourd'hui, on peut aller scraper des choses, on peut aller mettre en place des actions, on peut se greffer à une communauté. En fait, je pense que ça redonne de la place aux malins. Et ça, c'est quand même une super nouvelle pour tous les gens qui nous suivent. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, à très vite. Encore quelques questions. Et puis, c'est vrai. Alors déjà, il y a Charlotte qui te complimente sur ta polaire. D'accord. Merci Charlotte. Et oui, les 3 critères qui permettent de prioriser les actions grosses. Donc, tout ça, c'est dans le template que j'envoie derrière. Donc, je vous l'enverrai, Brice. Mais c'est l'impact que ça peut avoir, la confiance que vous avez dans la réussite de cette idée-là. Et la complexité de l'idée. Même moi, je me perds de temps à autre. Et on avait une autre question, c'est comment appréhender en 2021 la disparition des cookies? Je ne suis personnellement pas la personne qui peut mieux répondre à tout ça, mais je peux demander à quelqu'un chez nous dont c'est le sujet de revenir vers vous. Moi, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi à ce sujet-là. Voilà. Eh ben, c'est super. Si on arrive à aider vos étudiants, Martine, c'est un plaisir. Bon, merci à tous. Ouais, merci à tous. Prenez soin de vous. On se revoit bientôt et puis on vous souhaite un bon appétit. À très vite. Du coup. Salut, à bientôt. Bye bye.